Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur American Express? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, American Express, ici, c'est à peu près le même business model que Visa et Mastercard, avec une particularité, c'est que, en fait, American Express est plus sélectif dans le sens où les gens qui détiennent des American Express ont généralement un certain niveau de revenus. Après également, il y a des assurances derrière. Donc, allez-y, regardez le business model de cette entreprise ici. Ce n'est pas le sujet de la vidéo ici. Ici, on parle essentiellement sur le plan quantitatif. Est-ce qu'au prix actuel, nous avons une opportunité d'investissement? Donc, ici, quand je vais regarder ce genre d'entreprise, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir des revenus et des revenus, des marges stables. Donc ici, je peux déjà voir que nous avons des revenus assez stables dans le temps. Donc si je viens par là, donc sur ce niveau, sur ce logiciel-ci, je peux voir que dans le temps, c'est une entreprise qui a la possibilité de pouvoir faire croître les revenus sur une longue période. Donc je peux utiliser directement l'outil FastGraph pour le faire. Donc en allant directement sur FundGraph, on va aller regarder ici au niveau des revenus, pas les revenus par action, on va regarder les revenus ici directement, ça va pas être long. Alors, donc, mon but ici est de chercher si cette entreprise-ci pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et pour ça, généralement, je cherche des entreprises déjà qui ont des revenus assez stables. Je vais essayer de regarder si on a une stabilité des revenus. Donc, quand je regarde ici, nous avons une entreprise, voilà, qui a à peu près des revenus stables. Il faudrait vérifier ici qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2020 pour que les revenus soient en berne. Donc, ça, c'est en quarterly, excusez-moi. Donc, je vais le mettre en yearly pour juste pour voir. OK, 2019, 2020, ça peut être dû à la période de Covid. Il y a eu moins de dépenses, etc. Donc, moins de frais ici pris. Donc, mais sur une longue période de temps, on a une croissance des revenus ici. 4% à peu près depuis au moins 2001 par là. Donc, quand on prend sur les 10 dernières années ici, on a à peu près 3% de croissance. Donc, elle a une croissance assez respectable. Sur les 5 dernières années, on a une croissance de combien? On a à peu près une croissance de 4% également. Donc, elle a une croissance assez respectable aux alentours de 4% par là. OK. Donc, quand je vais aller vérifier ici au niveau vous savez que je recherche toujours la dette pour pouvoir évaluer l'entreprise ici. Donc, je vais chercher la dette nette par action. Quel est le niveau de dette nette par action ici aujourd'hui? Parce que je vais devoir l'enlever je vais devoir retrancher cette dette-là dépendamment du PER que je vais utiliser. Donc, la dette nette ici par action, qui est net dette, qui est la partie en marron ici, la dette nette par action est de 21 dollars par là. Et vous constatez que cette dette nette-là, on avait à peu près 49 milliards ici, 49 dollars par action en 2019 et en 2022, on a 21,52 dollars par action. Donc ici, la dette nette est de 21,52 dollars par action, donc dette nette par action, donc 21,52 dollars. Donc je prends ici 22 dollars, j'arrondis. OK? Donc une fois que j'ai ma dette nette ici, je vais regarder ici que disent les analystes par rapport à l'évaluation, par rapport aux prévisions sur cette compagnie-ci. On a à peu près, en termes de bénéfices nets ici, je ne vais pas prendre free cash flow ici parce que c'est une entreprise, on ne me donne pas, enfin, il y a une erreur au niveau des free cash flow ici. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, d'accord, parce que j'aurais préféré prendre les free cash flow ici. Mais je prends les bénéfices nets ici, c'est pas grave, c'est également un bon proxy. Donc, on aura même tendance à sous-évaluer l'entreprise avec les bénéfices nets ici, mais c'est pas grave. OK. Donc, quand on prend les bénéfices nets ici, les analystes attendent à peu près 12,76 $ ici par action d'ici 2024. OK? Au niveau des scorecards, donc ici, en termes de prévision, est-ce que les analystes ont parfois raison ou bien est-ce qu'ils ont souvent raison par rapport à cette compagnie-ci? On va se dire oui, s'il y a plus de jaune et de vert que de rouge, ça veut dire qu'ils ont généralement raison. Sur une période de 2 ans ici, la marge d'erreur est aux alentours de 10% par là. OK? Donc, on peut se dire littéralement que nous avons une entreprise ici qui a la possibilité d'avoir des bénéfices nets aux alentours de 12,76 $ par action. Donc, ici, le marché paye généralement 17,92 fois les bénéfices pour cette compagnie ici sur une longue période de temps, donc depuis au moins 2001 par là. Donc, sur le PER le PER ici du marché est de 15 fois les bénéfices. Donc, on va dire ici que ça c'est le fair value, mais voilà, moi je prends en considération ceci. Donc, 17 fois les bénéfices, c'est ce que le marché paye, d'accord? Et depuis 8 ans au moins, le marché paye 15 fois les bénéfices. Et à peu près sur 10 ans, le marché paye également 15 fois les bénéfices. Quand on regarde sur les 5 dernières années, le marché a tendance à payer 21 fois les bénéfices ici. Donc, on peut se dire ici que le PER varie entre 15 et 20 fois les bénéfices. Pour cette entreprise, je paierais 20 fois les bénéfices, OK, personnellement, OK? Donc, ici, on va le prendre ici dépendamment. Je vais mettre le forecast ici. On va le mettre en custom. N'oubliez pas qu'ici, on a pris la dette nette par action. Donc, dépendamment de l'analyse que je vais faire ici, je vais devoir enlever la dette. OK? Donc, je mets ici estimé. Je mets ici 20 fois les bénéfices. Donc, on met 20 fois les bénéfices. Alors, ça c'est 30. Je vais mettre 20 fois les bénéfices ici. Donc, je mets apply. OK. Donc, on va prendre 2024. Donc,
les analystes ici pensent qu'on aura à peu près des bénéfices nets de 12,76 $ par action. Donc d'ici 2024 à 20 fois les bénéfices, ça représente à peu près ici 255 $ par action. Donc 255 $ ici par action, moins la dette nette, 255, moins la dette nette qu'on a actuellement qui est aux alentours de 22 $ par action. Ça représente combien? Moins 22. Ça représente à peu près ici une valorisation aux alentours de 233 $ par action. Donc, divisé par le prix actuel qu'on a ici aujourd'hui, on va se dire que nous avons à peu près une excellente décote pour avoir à peu près un rendement de 52% par rapport à notre prix actuel. Donc, si je prends également ici 153 $ ici, divisé par à peu près... ça nous donne combien ici? Par à peu près 233 $ ici. Ça nous donne ici à peu près voilà, une décote ici par rapport au prix actuel de à peu près 34%. OK? Donc, le bénéfice, notre valorisation ici sera aux alentours de 233 $ à l'action. 233 $ à l'action d'ici 2024. OK? Donc, ça dépend des marges estimées, ça dépend des PER, enfin des bénéfices nets aux alentours de 12,76 $ et également d'un PER de 20 moins la dette. Ok, donc si vous constatez même que si on le paye à 233 $ ici, d'accord, divisé par le 12,5 $, donc 233 divisé ici par le 12,76 $ de départ, donc à peu près ici. On était à combien? 12,76 $ divisé par 12,76 $. Donc en réalité, ça inclut un PER de 18. Donc vous remarquez que quand j'inclus mon PER ici, ça représente à peu près ce que le marché a tendance à payer en moyenne qui est de 17, quelque chose. D'accord? Donc ici, moi, je peux me dire que 233 $ l'action ici, c'est à peu près une valeur assez correcte qu'on pourrait atteindre. La croissance ici, voilà, c'est une entreprise qui a une excellente croissance depuis plusieurs années ici. Attention, c'est une croissance des bénéfices, c'est une croissance des revenus de 4% en moyenne, mais les bénéfices ont tendance à avoir une croissance plus élevée parce que c'est une entreprise qui augmente ses marges. Elle a un certain pricing power également à ce niveau. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, vous pouvez constater ici que sur 10 ans, elle a augmenté les revenus de 4%, mais sur 10 ans, les bénéfices nets ont augmenté de 25%. D'accord? Faites attention. Donc, je vous ai déjà montré ça ici sur une vidéo précédente. Donc, vous pouvez voir que les marges également ont tendance à augmenter. Donc, on peut se dire littéralement ici que nous avons une opportunité d'investissement. Il y a de grandes chances qu'on arrive à 12,76 $. C'est-à-dire que notre yield on cost par rapport aux prévisions de 12,76 $ est de combien en date d'aujourd'hui? Donc, on prend 12,76 $ divisé par 153 ici. Ça veut dire que notre yield on cost est de 8,33%. Ce qui est tout à fait honorable, justifiable, très très bien également. C'est-à-dire que ça représente à peu près, voilà, ça représente à peu près un PER, parce que j'ai toujours dit que le rendement est un PER, donc ça représente à peu près un PER de combien? On met ici un PER ici de 12. D'accord? Donc, en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, par rapport aux prévisions de 12,76 $, à peu près, ça revient à la payer à 12 fois les bénéfices, alors que le marché paye généralement quelque chose comme 18 à 20 fois les bénéfices par là. Donc, on a une décote par rapport à notre coût d'acquisition. Et évidemment, on a un dividende de 1,36% ici. Vous allez vous dire, mais le dividende, il est trop petit, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le dividende en lui-même, tu ne te rends pas compte que ce dividende-là a un potentiel de croissance tout simplement énorme. Et également, c'est une entreprise qui rachète énormément ses actions. Donc, à peu près 1,2 milliard ici, on a ici 767 millions ici. Donc, elle achète drastiquement ses actions ici. Donc, ce qui veut dire que ton dividende par action a tendance également à augmenter. D'accord? Donc, dis-toi que c'est de l'argent également qui rentre dans tes poches. Donc, quand on regarde ici, quand je vais sur FastGraph, quand je prends les prévisions ici, les performances à peu près sur les 20 dernières années, d'accord? Donc, yield on cost ici, on avait un dividende par action ici de 2,88 $, d'accord? En 2002, en date d'aujourd'hui, on a à peu près 1,72 $, ce qui représente un yield on cost à peu près d'à peu près 6,83%. Mais attention, ça prend en considération le réinvestissement du dividende. Donc, si j'ajuste ceci, sans réinvestissement du dividende ici, par rapport à notre yield on cost, donc lié au dividende, d'accord, faites attention, parce que j'utilise souvent ce terme yield on cost là, parce que je vais par rapport à autre chose qui est généralement le free cash flow par action, par rapport à notre coût d'acquisition actuel. C'est ce que moi je considère comme le véritable yield on cost. Donc ici, ça c'est le dividende, ici, ça c'est votre yield par rapport au coût d'acquisition en 2002, quand on prend cela, quand on le compare au dividende qu'on vous verse aujourd'hui. Donc, ça vous donne un dividende à peu près de 5,21%. Vous pouvez vous dire que mais c'est pas assez. Mais c'est une entreprise qui augmente son dividende de 10%, de 9,50% en moyenne. Sans doute, c'est une métrique qui excite certaines personnes. Mais je vous ai dit ici que le plus important, c'est de savoir qu'en achetant l'entreprise en date d'aujourd'hui, si elle me reverse la totalité des free cash flow, j'ai un dividende, j'ai un yield on cost, j'ai un dividende, un earning per share yield, donc un bénéfice par action, un rendement de bénéfice par action ici, ou un rendement de free cash flow de 6,48%. Et si
si on prend en considération un bénéfice de 12,16 $ par action, ça représente un bénéfice, un rendement des bénéfices ici à peu près aux alentours de 8%. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. C'est une entreprise de croissance. C'est une entreprise qui aura tendance à augmenter ses dividendes année après année. Donc, vous avez un bon prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. La valorisation idéale est aux alentours de 233 $ l'action en prenant en considération la dette nette actuelle. Donc, American Express, opportunité d'investissement. Mais si vous voulez y investir, lisez vos rapports financiers avant d'émettre une quelconque opposition. D'accord? On ne se limite pas juste aux éléments quantitatifs pour acheter une entreprise. D'accord? C'est un point d'entrée. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.